et puis bien sûr au lycée Joliot-Curie qui nous reçoit dans ses locaux. C'est ce soir la 3e conférence de René Teboul, il y en aura peut-être une 4e, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est la surprise que je vous réserve, si René en est d'accord. En tous les cas, belle soirée, et encore merci d'être présent. Bien, aujourd'hui on va parler du travail, de l'accumulation du capital et puis un peu des crises évidemment, puisque c'est des choses extrêmement présentes. Des crises, il va y en avoir certainement encore qui vont se développer. L'économie va plutôt mal, un peu partout, pas seulement en France, un peu de partout. Et donc, évidemment, Marx a une certaine lecture de ces crises et il considère que les crises sont toujours, bien sûr, une manifestation financière, monétaire. Ça se démarre souvent par un effondrement des cours boursiers. Là, on est dans une période en ce moment où les cours boursiers sont en train d'être secoués un peu de partout dans le monde, en Chine, au Japon, en France même, encore aujourd'hui. Mais lui, il pense que les crises financières sont une manifestation d'une crise de l'accumulation du capital. Alors, pour comprendre la logique de Marx, qui me semble encore valable aujourd'hui, bien sûr, il part du travail. Il part du travail et de l'accumulation du capital, puisque c'est le travail qui permet cette accumulation du capital. Alors, il commence par considérer que le travail, c'est pas un objet en soi, c'est pas quelque chose de naturel, c'est une activité qui est encadrée par des institutions, par des lois, par des règles. Et donc, le travail ne s'exprime pas d'une manière simple. C'est pas simplement une activité qui vise à produire des marchandises pour satisfaire des besoins. On ne peut pas comprendre le travail si on ne comprend pas le rapport social qui le sous-tend. Donc pour Marx, le travail n'est pas une activité naturelle, c'est une activité qui s'exprime dans un rapport social, et son idée c'est que la société capitaliste, la forme capitaliste de la société, elle repose sur une conception très particulière du travail. Alors celle-ci, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à dire qu'au fond, il y a une séparation entre le travail et le capital. Il y a une opposition. Ce n'est pas une nouveauté. On trouve déjà cette idée chez Ricardo, qui explique qu'au fond, le travail et le capital, ce sont deux réalités antagonistes. Et pour Ricardo lui-même, on ne peut pas augmenter les salaires sans diminuer les profits. Donc ça veut dire qu'il y a un antagonisme de classe qui, pour Ricardo, est naturel, qui ne peut pas se résoudre. Marx pense au contraire que justement, dans cette contradiction entre le capital et le travail, eh bien, il y a les prémices d'une dissolution des rapports de domination. Alors, toute une grosse partie de son travail va consister à montrer comment le capital a fait une sorte de coup d'État sur le travail pour s'en approprier la plus-value. L'idée de base, il apprend chez les économistes classiques en disant, au fond, le travail, quand on travaille, on produit plus de valeur que ce qu'on en consomme. Et donc, il y a une plus-value par un surplus de valeur qui est créé par rapport justement à cette activité, au-delà de ce qui est nécessaire à la survie de l'ouvrier. Alors, les classiques sont
relativement d'accord sur cette idée, sauf que pour Marx, ce n'est pas naturel qu'une classe s'approprie ce surplus de valeur. Et ce surplus de valeur, de toutes les manières, il s'exprime, pour Marx, toujours, il s'exprime dans l'organisation elle-même du travail. C'est la question de la journée du travail. Au fond, il nous dit que s'il nous faut, par exemple, 6 heures pour reproduire notre force de travail, eh bien, le système nous fait travailler 8 heures. Et ces 2 heures supplémentaires, au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de notre force de travail, la reconstitution de notre force de travail, eh bien, le capitaliste, finalement, se l'approprie. Et donc, il peut se l'approprier parce que un système juridique, celui qui protège la propriété privée, lui permet cette extorsion de plus-value. Donc l'idée, c'est que nous allons travailler, bien sûr, parce qu'il faut bien travailler pour survivre, pour produire les valeurs dont nous avons besoin pour survivre, mais il n'y a pas de raison qu'on dépasse en durée le temps nécessaire à la reproduction de cette force de travail. Et bien sûr, le simple fait que l'ouvrier n'a pas la maîtrise de ce dépassement de la durée du travail nécessaire à la reproduction de l'usure de la force de travail, va provoquer quelque chose d'assez particulier, c'est que le travail va être orienté vers les seules activités qui sont capables de fournir du profit. Et donc, c'est une vieille idée qu'on trouve déjà chez Sismondi, par exemple, c'est qu'au fond, l'organisation de la production, elle est faite en fonction non pas des besoins réels des populations, de quoi nous avons besoin, mais elle est faite en fonction du taux de profit qu'on peut en obtenir. Et donc, bien sûr, une telle production par le marché, elle élimine la production d'un certain nombre de besoins et elle pousse à la production d'un certain nombre de besoins qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc ça, c'est le point fondamental. Et Marx nous explique que finalement, le travail ne peut se comprendre dans la société capitaliste que du point de vue du salariat. C'est parce qu'il existe une forme juridique qui s'appelle le salariat qu'on peut arriver à extraire de la plus-value et par suite, évidemment, du profit. Donc c'est ça qui est le nœud de l'affaire, c'est cette forme juridique dans laquelle s'exerce l'activité de production. Alors, la dernière fois, j'ai parlé d'une chose qui est importante, c'est que pour Marx, la marchandise en elle-même n'est pas un objet banal. La marchandise, c'est bien sûr une valeur d'usage, mais c'est d'abord une valeur d'échange. Et au fond, dans la société capitaliste, ce qui est important, bien sûr, c'est cette inversion. Ce qui est important, c'est l'argent qu'on peut retirer d'une activité et pas forcément l'activité elle-même et la satisfaction des besoins. Donc il y a une inversion pour lui entre valeur d'échange et valeur d'usage. Le capitalisme prend sa source dans le développement de la valeur d'échange et élimine toutes les valeurs d'usage qui ne sont pas propres à être échangées sur le marché. Donc, évidemment, comme M. Sismondi, cette idée de solvabilité des besoins, il y a des besoins qui ne sont pas solvables et qui ne seront pas, bien entendu, satisfaits. Alors, vous avez des exemples de cette logique
comptable et monétaire dans l'analyse, par exemple, aujourd'hui, des services publics. La Cour des comptes vient de publier un rapport qui va faire beaucoup de bruit ces jours-ci, sur cette idée que les lycées, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'analysent pas l'efficacité du lycée, de l'enseignement secondaire, du point de vue du besoin d'éducation des populations, mais ils analysent l'éducation du point de vue de son rendement. Donc, il y a une question de la rentabilité, et cette rentabilité sociale, elle s'inscrit dans l'efficacité du marché. Et donc, vous avez tout le temps des gens qui vous disent, oui, mais quand même, l'enseignement ne prépare pas assez nos élèves à affronter le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, et donc à avoir les qualifications suffisantes pour trouver un emploi, finalement. Alors, ce qui est important là-dedans, bien sûr, c'est ceux qui échappent ou ceux qui n'échappent pas dans le travail à une comptabilité marchande. La question, c'est la question de l'argent. Et ce que nous voyons depuis quelques décennies maintenant, c'est que le capital tend à s'investir de plus en plus dans ce qui avant était le service public. Le service public, au fond, on considérait qu'il y avait un domaine dans la vie sociale qui était collectivisé, en quelque sorte. L'éducation, le transport, les grands réseaux de distribution, les chemins de fer, etc. Et cela, peu à peu, ils sont en train de sortir, évidemment, du domaine de la collectivité pour être remplacés par une logique de marché. Alors c'est ça qui est le mieux de l'affaire, c'est la question du salariat. Et donc évidemment, l'idée de Marx, c'est que le coup d'État de l'économie classique, en quelque sorte, c'est d'avoir fait croire que les échanges entre les individus, la production, devaient être réglés sur la base de la valeur travail. Donc une comptabilité plus ou moins effective en valeur travail, elle émerge avec la société capitaliste. C'est cette évaluation des individus, les uns par rapport aux autres, par des quantités de travail, qui fait le fondement même, évidemment, du marché. Alors, après, ça devient très compliqué, puisqu'il y a des tas de secteurs qu'on n'arrive pas à faire passer sous les fourches codines de la marchandisation, mais le fond de l'affaire, il est là. C'est-à-dire, on cherche à faire du profit. Donc, on part de cette idée que le travail est inséré dans une logique politique, juridique, qui permet évidemment à une classe d'en exploiter une autre et de s'approprier la plus-value et donc d'orienter ensuite l'ensemble des besoins vers ce qui peut générer des profits, abandonner évidemment d'autres activités qui seraient peut-être plus justes du point de vue de la collectivité. Alors évidemment, la pensée classique n'a pas d'état d'âme par rapport à cette réalité, parce qu'elle suppose que le marché, de toute façon, fera le tri et que les consommateurs ils vont plébisciter telle ou telle marchandise en fonction de leurs besoins et éliminer les marchandises dont il n'a pas besoin. Alors, c'est une idée qui est déjà critiquée chez Marx, mais qui a été développée après Marx, qui est encore développée aujourd'hui du point de vue de la critique de la société de consommation. C'est-à-dire que nous avons, comme Marx nous dit qu'il y a une inversion entre valeur d'usage et valeur d'échange,
c'est-à-dire que c'est la valeur d'échange qui détermine les valeurs d'usage qui seront produites, eh bien, nous avons dans une filière inversée, pour reprendre la terminologie de Calvres, finalement, une sorte de dictature de l'offre qui impose finalement ces consommations. Alors, cela va avoir des conséquences. Ce système d'organisation marchande de la société va avoir des conséquences sur l'accumulation du capital et ensuite, évidemment, des crises. Alors, la base même de l'accumulation du capital, c'est l'extraction de la plus-value, c'est-à-dire cette possibilité que l'homme aux écus, ainsi que l'appelait Marx, pour désigner le capitaliste, l'appelait l'homme aux écus. Il avait parfois une terminologie assez rude, hein, où il parlait de l'homme aux écus, où il comparait le capitaliste à un vampire qui se nourrit du sang de l'ouvrier. C'est une phraséologie qu'on n'oserait plus employer, mais qui est pourtant assez juste finalement. Elle est brutale, elle est peu policée, mais elle est assez juste puisque toute l'accumulation du capital, elle va se faire sur la destruction d'une partie de la classe ouvrière. Alors, comment cela se passait-il? Bien entendu, on sait que toute l'histoire de l'accumulation du capital, elle est faite d'accidents, entre guillemets, de morts, de gens qui sont morts pour accumuler du capital, pour produire de la valeur, etc. Alors, la plus-value en elle-même, c'est la base du profit. Le taux de plus-value, c'est le rapport entre la valeur que récupère le capitaliste et ce qu'il est obligé de reverser sous forme de salaire à ceux qui ont produit la valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de plus-value. Et le taux de profit, c'est ce même taux de plus-value rapporté au capital. Et le capital, pour l'homme aux écus, c'est la somme de ce qu'il doit débourser pour payer les salaires, mais aussi pour payer le capital productif, c'est-à-dire les machines, la technique, la technologie pour produire. Alors, à partir de là, je pose la question de la destinée de cette plus-value. Qu'est-ce qu'on fait de cette plus-value qui s'accumule? Alors, cette plus-value qui s'accumule, eh bien, il faut la réinvestir. Elle n'a pas d'autre but que d'être réinvestie. Et, évidemment, pour les classiques, c'est la source même du développement économique et de l'amélioration du bien-être. Mais, en réalité, c'est bien autre chose, parce que cette plus-value, lorsqu'elle s'accumule, elle fait grossir le capital. Et quand le capital commence à grossir d'une manière importante, eh bien, il se heurte à d'autres capitaux. Autrement dit, la concurrence procède de l'accumulation du capital et non pas l'inverse. C'est-à-dire que là, il prend le contre-pied de l'économie classique, des libéraux qui considèrent que la concurrence, c'est la base même de la société de marché. Donc, il y aurait une concurrence naturelle entre les individus, et cette concurrence naturelle entre les individus, elle pousserait les capitalistes à travailler mieux, à être plus productifs, et donc ça, finalement, ça amènerait une progression de la quantité des marchandises produites, et donc une progression du bien-être. Marx, lui, il analyse les choses autrement, c'est que cette concurrence, qui peut être parfois féroce entre les capitalistes, eh bien, elle est en même temps extrêmement destructrice. Elle est
source de gaspillage énorme, évidemment, puisque l'idéal d'un capitaliste, c'est d'éliminer ses concurrents et de concentrer le capital. Et donc, évidemment, à partir de là, on peut comprendre que les mécanismes de la concurrence dans l'accumulation du capital consistent à détruire les entreprises qui se trouvent sur le marché et donc aller vers le monopole. Alors, on le voit bien avec la question des multinationales qui se pose. Donc, plus le marché grossit, plus le capital se concentre, et plus les petites entreprises ont du mal à trouver de la rentabilité et sont plus ou moins éliminées. C'est ce qu'on voit encore, ce qu'on a vu encore cet été avec la crise de l'agriculture, puisque ce qui est question, c'est un affrontement entre une agriculture industrielle et qui possède des capitaux très importants pour faire chuter le prix de production, et puis les petits entrepreneurs qui n'ont pas les capacités de faire face à cette concurrence et qui finalement peuvent tout à fait en mourir. Alors, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est cette plus-value. Et cette plus-value, elle va amener, dans la concurrence entre capitalistes, elle va amener ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Alors, la baisse tendancielle du taux de profit, comme je l'ai déjà dit dans une précédente intervention, la baisse tendancielle du taux de profit, c'est pas Marx qui l'a inventé, cette terminologie, elle vient de Ricardo. Ricardo pensait que ce qui tire l'économie vers une production de plus en plus importante, c'est évidemment le taux de profit. Or, évidemment, au fur et à mesure que les capitalistes accumulent de la valeur, ce taux de profit tend à baisser. Il tend à baisser pour des tas de raisons. Alors, la raison centrale qu'avance Ricardo, c'est que le taux de profit baisse à cause des rentes dans l'agriculture. Les rentes dans l'agriculture augmentent au fur et à mesure que la population augmente, et donc il faut mettre en œuvre des terres agricoles de moins en moins fertiles. Et la différence entre les terres agricoles les plus fertiles et les moins fertiles, les terres marginales où le profit est nul, eh bien, c'est ce qu'on appelle la rente agricole. Et donc, plus nous devons mettre en œuvre des terres agricoles, et plus cette rente va augmenter, et cette rente va pousser naturellement les salaires à augmenter, puisque le salarié, lui, doit toujours manger, payer son pain. Et donc, si les salaires augmentent, ça rogne forcément les profits. Et donc, finalement, pour Ricardo, tôt ou tard, à partir d'un certain moment, le taux de profit va commencer à baisser. Et ce taux de profit va tendre vers zéro. Il n'atteindra jamais zéro, parce que s'il atteint zéro, c'est la fin de l'activité capitaliste proprement dite, puisque le capitaliste vit de ce taux de profit. Donc, Ricardo supposait que l'économie allait atteindre un état stationnaire. À partir de ce moment, mais il n'y aurait plus de progrès pour l'économie, donc les pauvres resteraient pauvres, les riches resteraient riches, mais dans une relation finalement relativement stable. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé de pessimisme ricardien, c'est que Ricardo ne voit pas dans l'accumulation du capital la possibilité pour que les pauvres sortent de la pauvreté. Alors Marx
est presque d'accord avec ça, mais il va trouver d'autres raisons à la baisse tendancielle du taux de profit. Donc il appelle ça la baisse tendancielle du taux de profit, parce qu'il a compris à son époque déjà que le taux de profit pouvait avoir des raisons de remonter. Alors avant d'avoir des raisons de faire remonter le taux de profit, il y a d'abord des raisons qui le font baisser. Alors les raisons qui font baisser ce taux de profit, selon Marx, c'est d'abord que dans la concurrence entre les capitalistes, eh bien, se développe une course à la technologie. Et donc le capital productif va coûter de plus en plus cher. Il faut mettre de plus en plus de capitaux pour augmenter la productivité du travail et pour augmenter évidemment le profit. Et donc la baisse tendancielle du taux de profit est guidée par cette nécessité de transformer les techniques de production au fur et à mesure que le temps passe. Mais les nécessités technologiques de transformer le système de production, pour Marx, ce ne sont pas des nécessités naturelles, au fond. C'est simplement transformer la technique, non pas pour produire la même chose avec des moyens décuplés qui économiseraient le travail, mais c'est simplement pour faire remonter le taux de profit. Alors, il examine à la suite de cette calamité, bien sûr, pour le capitaliste, les causes qui pourraient faire remonter le taux de profit. Alors, il dit, bon, pour faire remonter le taux de profit, on peut faire baisser les salaires. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Pour améliorer la compétitivité des entreprises, eh bien, il faut diminuer le coût du travail. C'est quelque chose que les libéraux répètent depuis que l'économie classique existe. Mais Marx voit de suite le défaut d'un tel système, et c'est ce qui éclate au moins depuis la crise de 2008 au grand jour. Au grand jour, c'est que si je fais baisser trop les salaires, eh bien, j'ai plus de demande solvable. Donc, c'est bien beau, je vais faire remonter le taux de plus-value, mais je ne peux plus réaliser ce taux de plus-value, justement, parce que la demande solvable devient inexistante. Et ça, on pourrait dire, c'est le drame de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est que l'économie, fondamentalement, se présente comme une crise de la demande. C'est-à-dire on ne peut plus réaliser cette valeur produite et accumulée parce que les clients sont de moins en moins nombreux. Alors, donc il faut trouver d'autres manières de contourner ce problème de la baisse du taux de profit. Alors, baisser le salaire, pour Marx, c'est une solution de très court terme. Augmenter la durée du travail, c'est encore la même chose. Donc ce sont des slogans qu'on entend depuis quelques années. Il faut travailler plus, les 35 heures, ça nous ruine. Et donc il faut augmenter la durée du travail. Et donc, comme ça, on aura des profits plus élevés, on pourra investir et créer des emplois. Donc, on a cette première piste qui est suivie, c'est que si on augmente le taux de plus-value, taux de profit, en abaissant les salaires, eh bien, on se heurte tout de suite à une crise de la demande. Donc la crise de la demande, elle est un obstacle à la réalisation justement de cette valeur. Alors ça, c'est une idée évidemment qui a été découverte avant Marx. On la trouve d'une manière assez précise chez Malthus et chez Simondi quand ils analysent les premières crises du XIXe siècle.
il considère évidemment que le problème du capital, c'est de ne pas arriver à faire progresser de pair la production et la demande. Mais Malthus et Sismondi ont comme défaut, selon Marx, de considérer qu'on peut régler cette question en relançant justement cette demande. Donc, on voit là, ici, chez Malthus et Sismondi, les prémices de la pensée keynésienne qui nous disent, ben, finalement, oui, on peut arriver à retrouver un sentier de croissance soutenable, comme on dit, à la condition de redistribuer une partie de cette valeur. Et Marx, lui, pense que non, parce qu'il dit, dans ce cas-là, on ne règle pas la question du taux de profit. C'est-à-dire que si on continue à faire, à redistribuer de la valeur, comme on l'a fait dans la période keynésienne dite des 30 glorieuses, eh bien, on arrive à un point où le taux de profit devient insuffisant, trop faible. Et beaucoup de marxistes analysent encore aujourd'hui la crise dans laquelle nous nous débattons comme ayant démarré au milieu des années 70. Mais c'est à partir du milieu des années 70, premier choc pétrolier, si vous voulez, qu'on s'est rendu compte que ce taux de profit était insuffisant. Alors, c'est périodique, ça. Hein. Et donc, quand le taux de profit est insuffisant, pour Marx, le capitalisme va changer. Comment il peut changer? Alors, il analyse d'une manière assez claire et assez simple les raisons qui peuvent faire changer le capitalisme au fond. Une fois qu'il a éliminé cette idée qu'on pouvait s'en sortir pour perpétuer le système en faisant baisser les salaires, parce que ça ne marche pas pour les raisons que l'on a dit tout à l'heure, il analyse ce qui peut prolonger la vie du système capitaliste. Alors il dit, bien sûr, il prend l'exemple de l'exode rural. Donc il dit, il y a quelque chose d'intéressant dans l'exode rural pour le capitalisme, l'exode rural qui s'est déployé sur des siècles et des siècles. Cet exode rural, au fond, il crée de nouveaux marchés, en absorbant une nouvelle force de travail, une force de travail toute neuve, souvent moins regardante au niveau des salaires que l'ancienne force de travail. Et bien entendu, cette force de travail, dans un premier temps, elle a un effet, cette force de travail supplémentaire, elle a un effet sur les salaires. Marx parle du volant de main-d'œuvre. Hein. Mais en même temps, ça renouvelle complètement le marché. C'est-à-dire qu'on augmente la taille de ce marché en intégrant des nouvelles populations. Alors, il parle comme ça de l'intégration des paysans, l'exode rural, puis du développement du travail féminin. On fait sortir au fond des individus qui ne sont pas dans le système monétaire de l'accumulation du capital, qui sont à la marge. Donc on les intègre de la périphérie vers le centre, de façon à ce qu'ils travaillent à l'extraction de cette plus-value. Donc on augmente la taille des marchés. Il analyse un autre phénomène qui fait remonter aussi le taux de plus-value, bien entendu, c'est la mondialisation des échanges. Donc il montre dans les fondements de la critique de l'économie politique, par exemple, que le monde capitaliste a besoin de conquérir de nouveaux marchés, et donc d'en fabriquer. Donc, il passe un temps très long à expliquer comment la Grande-Bretagne intervient en Inde pour détruire les formes anciennes de l'économie indienne et pour la remplacer manu militari par une forme monétisée, compatible avec le développement du capitalisme anglais. Donc la mondialisation est évidemment une possibilité pour que le capitalisme se reproduise et se développe. Puis il analyse aussi les formes politiques, institutionnelles qui peuvent permettre un élargissement de cette accumulation du capital.
il développe tout un passage sur les nationalisations. Et il dit par exemple que ces nationalisations, justement, elles permettent aux capitalistes de se débarrasser des secteurs les moins productifs de profit, et d'en laisser la charge à l'État. Et donc, il voit donc dans les nationalisations une manière finalement de faire sortir tout un secteur de la vie économique pour reporter le capital ainsi revendu à l'État vers d'autres secteurs qui semblent plus importants. Donc, Marx considère que les nationalisations sont un palliatif à cette contrainte de restriction de marché. C'est-à-dire que le marché ne peut pas être immobile, il faut qu'il augmente, parce que sinon, il n'y a plus de raison de continuer à accumuler des profits et de la plus-value. Alors, la nationalisation, c'est une affaire extrêmement compliquée, parce qu'on voit que depuis Marx, on a eu deux mouvements complètement différents. C'est-à-dire, on a eu un premier mouvement de nationalisation des services publics, des chemins de fer, des distributions de l'énergie, de l'eau, etc. Et puis maintenant, on a une privatisation. Et cette privatisation de ces services publics, elle peut s'apparenter à une nouvelle manière de reconstruire un marché pour faire des profits, parce qu'on a des profits qu'on ne sait pas sur quel domaine, sur quel secteur accumuler. Donc, les nationalisations sont quelque chose d'assez compliqué pour nous, mais pour Marx, pour lui, c'était une manière de libérer le taux de profit de ce coût finalement des services publics collectifs, de faire payer finalement par la collectivité les services annexes dont le capitalisme a besoin, puisque le capitalisme a besoin pour se reproduire, de l'éducation, de la santé, pour améliorer la qualité du capital humain, mais cela coûtant très cher, eh bien, il essaie de s'en débarrasser, évidemment. Et on voit que à l'échelle planétaire, on peut dire que les services publics sont maintenant démantelés, ils n'ont plus de difficultés de solvabilité. Mais Marx n'envisageait pas cette idée que finalement l'État allait avoir un autre rôle dans le financement du capitalisme, un autre rôle que celui de le débarrasser des secteurs improductifs. Et au contraire, il pensait qu'il y avait quelque chose là de relativement et on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'au contraire, maintenant, les grandes firmes multinationales dominent les États, certainement avec la complicité des hommes politiques. Elles dominent les États pour créer pour eux-mêmes des marchés solvables. C'est-à-dire qu'au fond, grâce à l'État moderne, celui qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, on peut arriver à créer des marchés solvables dans des domaines où ces marchés n'étaient pas du tout solvables. Alors, donc c'est le marché de la dette, c'est le marché de l'armement, des armées, tout ce qui peut servir de support. Alors il y a une malice dans cette logique moderne qu'on connaît depuis les années 70, c'est qu'au fond, le capitalisme assure sa rentabilité grâce à l'État. Alors, il y a un ouvrage qui avait très très bien détaillé cette question-là. C'est l'ouvrage Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc. Un gros bouquin qui fait 700 ou 800 pages et qui détaille justement comment finalement les entreprises multinationales, peu à peu,
s'empare de l'État. Les Américains ont beaucoup travaillé sur cette question. Le fils de John Galbraith a travaillé sur cette question, et il a écrit un ouvrage très, très intéressant qui s'appelle L'État prédateur. Le titre est mauvais, c'est une mauvaise traduction en français, mais peu importe. Et la logique, justement, c'est de montrer comment cet État garantit des revenus constants pour les grandes firmes multinationales, que ce soit dans l'armement, la sécurité, le marché des prisons, l'éducation, bien entendu, et puis l'économie de la santé, par exemple. Mais là, on pourrait dire que malgré tout, même si Marx n'avait pas envisagé cette question des privatisations, ça va dans cette logique de toujours recréer un extérieur qu'on absorbe. Au fond, il y a des domaines dans lesquels le capitalisme n'arrive pas à investir, et en s'en saisissant, grâce à la complicité d'hommes politiques, par exemple, c'est pour cette raison qu'a été construite l'Europe, entre autres choses, grâce à la complicité des hommes politiques, eh bien, les multinationales s'emparent de l'État et font financer leurs besoins de profit, justement par l'État. Alors, vous connaissez tous le scandale des partenariats publics-privés et des choses comme cela, qui montrent évidemment comment une économie qui s'apparente un peu au banditisme, un système mafieux, eh bien le capitalisme retrouve des couleurs en s'investissant sur des domaines qui n'étaient pas les siens. Alors, il envisage d'autres raisons de la remontée des taux de profit. Il parle par exemple du développement des sociétés par action. Alors là, c'est intéressant parce qu'il montre que la diffusion de la propriété privée dans le public, eh bien, elle décharge finalement le capitaliste d'un certain nombre de risques, dont le capitalisme est de moins en moins risqué, et donc ça peut faire remonter le taux de profit en laissant le risque, bien sûr, aux petits rentiers, aux petits épargnants qui mettent leurs billes sur des actions ou sur des choses comme cela qui sont vouées à la baisse. À ce propos, ce qui est très important, à mon sens, c'est que Marx, dès avant le Capital, donc à la fin des années 1850, il envisage la question de la financiarisation des entreprises. Et il montre qu'en réalité, les entreprises n'ont pas forcément pour vocation de créer justement des valeurs d'usage. Ce qui les intéresse, bien entendu, c'est de faire de l'argent avec de l'argent. Et s'il faut produire des marchandises qui ont un sens, qui ont une utilité, pourquoi pas. Mais sinon, l'important, c'est d'encaisser des dividendes. Et donc, bien sûr, dans tous les traités de libre-échange, dans la mondialisation des échanges qui pressent assez tôt d'ailleurs, il y voit cette nécessité pour le capital d'élargir considérablement son marché. Alors, la question c'est de savoir pour nous, est-ce que le capitalisme a conquis tous les marchés possibles, imaginables? Est-ce qu'il est capable d'en inventer d'autres? Mais pour Marx, à son époque, il pensait que oui, on pouvait encore en inventer d'autres. Et c'est pour cette raison qu'il n'envisageait pas de crise finale du capitalisme. Donc, il voyait bien le mécanisme des crises, mais il a toujours été très prudent avec cette idée selon laquelle la crise, elle était inéluctable et qu'elle, finalement, elle mettrait bas ce système capitaliste. Alors, il y a d'autres manières de faire remonter le taux de profit, bien évidemment, c'est les guerres, puisque les guerres, aussi coûteuses soient-elles, elles permettent à l'économie de repartir sur de nouvelles bases, après des destructions qui sont bien évidemment dramatiques, mais en tous les cas, l'économie, elle peut repartir après une guerre. Bon, on en a l'exemple avec la Seconde Guerre mondiale, il y a
redémarrage de l'économie qui a été fantastique, et bien entendu, une partie de ce redémarrage s'explique par le fait que les destructions massives en Europe, au Japon, eh bien, elles ont été le soubassement de nouveaux marchés. Donc l'idée, c'est de trouver en permanence des nouveaux marchés pour générer cette plus-value et de générer ces profits. Alors, quand Marx avance sur les crises, donc il pense que les crises montrent la contradiction du capital et que ces crises, elles offrent des opportunités pour les luttes sociales. Mais lui, il pense qu'on passera d'un système capitaliste à un système socialiste ou communiste, ce qu'il appelle de ses voeux, qu'à la condition expresse que les prolétaires aient conscience de la nécessité du changement et qu'ils arrivent, d'une manière ou d'une autre, à construire une force alternative qui permette de dépasser cette crise. Alors, on voit bien l'enjeu de cette question aujourd'hui, puisque depuis 2008, on est plongé dans une crise économique, sociale, écologique, politique, tout ce qu'on veut. Mais on se rend compte aussi quand même que depuis 2008, pour l'instant, eh bien, le capitalisme a avancé dans le sens du libéralisme, encore plus qu'avant. C'est-à-dire que le capitalisme a saisi l'opportunité de la crise pour imposer sa vision d'une société gérée par le marché. On a eu encore, hier ou avant-hier, Macron qui, comme d'habitude, a fait une macronerie. Il a dit « Mais le libéralisme est une valeur de gauche ». Voilà où on en est. Donc, évidemment, la compétitivité, le libéralisme, c'est pas une valeur qui peut plaire à Marx. Marx, c'est le contraire de la compétitivité, c'est plutôt la solidarité, le partage, et évidemment le communisme, bien entendu, puisqu'il pense que ça, c'est plus naturel, finalement, que la compétitivité entre les individus, qui est une réalité complètement destructrice. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse des crises, l'analyse des crises, elle commence assez tôt, au début du 19e siècle. Parce que le 19e siècle, on a je vous l'ai dit, vers 1815, à la suite des guerres napoléoniennes, on a des crises économiques importantes. Et ces crises économiques, elles ravagent le continent européen. Elles durent moins longtemps que celles qu'on connaît aujourd'hui, puisque je crois, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que la crise de 2008, c'est la plus longue dans l'histoire du capitalisme. C'est celle dont on ne voit pas la fin. Alors, en tous les cas, l'histoire des crises, chez les économistes, elle est très importante. Le premier économiste à s'être penché sur les crises et leur retour périodique, c'est Clément Juglar, c'est un Français. C'était un pharmacien qui avait fait des statistiques, compilé des statistiques, et puis il avait essayé de trouver une explication aux crises. Tout le monde cherchait des explications aux crises. Alors il y avait la tendance libérale, classique, Jean-Baptiste Say, Ricardo, qui pensaient que les crises, elles étaient extérieures au système. Donc pour Ricardo, la crise, c'était un accident. C'était un accident. Donc, comme il y a des accidents naturels, l'explosion d'un volcan ou des choses comme ça. Donc la crise ne concernait pas directement le système lui-même. Jean-Baptiste Say était déjà plus réticent à ce genre d'analyse. Et au fond, la crise, qu'est-ce que c'est? C'est la purge. C'est la purge. Au fond, il y a des capitalistes qui ont créé des valeurs d'usage qui
n'arrivent pas à s'échanger sur le marché. Et donc elles sont inutiles. Et donc le marché purge les capitalistes qui ont mal travaillé, en quelque sorte, et puis ça repart comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler, en reprenant la terminologie schumpeterienne, la destruction créatrice. Et puis il y a Juglar. Juglar, qui se voulait un disciple Jean-Baptiste, mais en fait il va introduire quelque chose de plus intéressant. Juglar, il dit, la crise en fait c'est la crise d'accumulation du capital. Et pourquoi cela? Parce qu'il dit, les crises, on se rend compte qu'elles sont décennales. Elles interviennent tous les 10 ans à peu près, en moyenne. Et d'ailleurs, dans l'analyse des crises aujourd'hui, on appelle toujours ça le cycle Juglar. Alors, quelle est la raison de ces crises? Eh bien, il nous dit, en réalité, un capital, il faut environ 8 à 10 ans pour qu'il s'amortisse. Et donc, périodiquement, on a un capital qui est usé, en quelque sorte, et ce capital qui est usé, il faut le remplacer. Et là, hop, l'économie, à ce moment-là, elle repart parce qu'il y a un appel à de nouveaux investissements. Et Marx va reprendre un petit peu cette idée. Et pour lui, les crises sont des crises décennales. Et puis, à côté de Juglar, il va y avoir Malthus et Sismondi. Et Malthus et Sismondi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ils analysent la crise comme étant intrinsèque au système. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si la crise provient des mécanismes même de l'accumulation du capital, eh bien, ce n'est pas en laissant se développer les lois du marché qu'on pourra résoudre la crise. Autrement dit, si la crise est générée par la dynamique interne du capital, elle ne peut être résolue que par un élément extérieur. Et Malthus, ça va être celui qui va s'avancer un petit peu plus là-dedans en disant, ben oui, il faut que l'État intervienne. Il faut que l'État intervienne pour qu'il rétablisse les équilibres. Et Malthus, qui écrit quand même en 1814, c'est assez intéressant, Malthus, il commence par dire qu'il y a des manières de rétablir la demande. Parce que, a priori, la crise se manifeste comme un excès d'offres par rapport à la demande. Donc, il faut refaire monter la demande de façon à absorber cette offre supplémentaire. Donc, Malthus est déjà beaucoup moins naïf que c'est, puisqu'il ne pense pas que la purge suffise à rétablir les équilibres. Et Malthus est le premier à montrer comment l'économie peut se retrouver dans un cercle vicieux, ce que Keynes appellera ensuite un équilibre de sous-emploi, en montrant que la crise accélère la concurrence entre les capitalistes, la crise impose donc aux capitalistes de faire baisser le coût du travail, mais ce faisant, en faisant baisser le coût du travail, évidemment, on tue la demande. Donc il faut intervenir autrement. Et donc, il considère qu'il faut que l'État intervienne et que le système change de forme. Or, l'État peut intervenir, bien sûr, en créant des emplois aidés, comme diraient les socialistes, entre guillemets. Alors, il faut faire des emplois aidés. Ces emplois aidés, eh bien, ils peuvent permettre de donner un salaire, une rémunération à des individus qui sont au chômage, donc faire repartir la demande et empêcher que les salaires baissent trop, surtout ça. Puisque pour tous les économistes, c'est un des rares points où les économistes sont d'accord quand même, y compris si on considère Marx comme un économiste, c'est que quand il y a un excès d'offres de travail par rapport à la demande des entreprises, eh bien, les salaires, ils baissent. Ah, c'est quelque chose de relativement mathématique. Mais Malthus va aller un peu plus loin que cela. Il va dire qu'il faut baisser le temps de travail. Donc en 1814, il commence à dire qu'il faut baisser le temps de travail et
en baissant le temps de travail, on va développer une sphère des loisirs. Et donc, on va développer toute une série d'activités improductives du point de vue de la plus-value. C'est la seule manière d'absorber le surplus de valeur. Il dit aussi qu'il faut développer des secteurs qui ne sont pas productifs directement, la santé, et il signale l'expansion des professions comme les médecins, où il va falloir augmenter le nombre des enseignants, augmenter les dépenses d'éducation. Et donc il présente un système qui est en train de se tordre, déjà en 1814, au-delà de l'usine, en montrant que développer les emplois improductifs est une nécessité impérative. On voit évidemment tout ce que Keynes doit à Malthus. Keynes n'a jamais dépassé Malthus, sauf dans la manière de présenter les choses. Alors, ça c'est le premier point. Alors, que ce soit Malthus, que ce soit Sismondi, ils expliquent que quand même, il y a un scandale dans les crises qui apparaît facilement, c'est que bien sûr il y a des productions en excédent, il y a beaucoup de richesses, il y a des gens qui sont très riches, et puis de l'autre côté il y a des pauvres qui se multiplient. Et donc là il y a quelque chose qui ne va pas, qui est évidemment porteur d'une dynamique malsaine pour l'équilibre des sociétés. Mais Marx, lui, va aller, comme je vous l'ai dit, un petit peu au-delà, en disant que tout ça, ça ne suffit pas. Ce sont des palliatifs. Et que tôt ou tard, évidemment, le taux de profit retombe. Alors, il y a des économistes qui, à l'heure actuelle, des économistes marxistes, qui, à l'heure actuelle, essaient de démontrer que tout le mal vient, finalement, du fait que depuis le milieu des années 70, le taux de profit a tendance à chuter. Nous, on a un peu du mal à s'imaginer que cela puisse être vrai, parce qu'on s'aperçoit que les profits des entreprises n'ont jamais été aussi élevés, le profit des banques, le profit des entreprises, etc. Alors, ça c'est un gros problème, hein, ce problème qui n'est pas résolu, bien sûr, parce que je dis finalement, quelle est cette valeur qui se développe? Qu'est-ce que c'est que ces profits? En 2008, en quelques jours de crise financière, la richesse mondiale a diminué de 55 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de PIB mondial. On se dit quand même, c'est pas tout à fait logique, parce que ce sont des valeurs irréelles. Et puis, on n'en a pas vu les résultats effectifs. Et puis, on se rend compte que, à part l'Europe, qui est un cas d'école à part dans le capitalisme moderne, à part l'Europe, eh bien, tous les pays ont rétabli leurs valeurs. Par exemple, si vous regardez les cours de la bourse, eh bien, les cours boursiers aux États-Unis n'ont jamais été aussi élevés que ces temps-ci. Un peu en chute depuis quelques mois, parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent. La bourse de Tokyo a augmenté, etc. Il n'y a que l'Europe, la France par exemple. France, le CAC 40 était à 6600 points à son apogée. Aujourd'hui, il est à 4300. Donc évidemment, la France, la valeur de la bourse a complètement chuté, et c'est un peu le cas de partout en Europe. Donc évidemment, l'Europe n'est pas sortie de cette crise financière. Les autres pays sont sortis. Mais les autres pays sont sortis de cette crise financière en apparence. On se rend compte que la richesse qui est représentée par les actions, c'est une richesse un peu de papier qui existe d'une manière virtuelle. Alors, ça pose beaucoup de questions sur ce qu'est la monnaie, puisqu'évidemment, celui qui possède des milliards d'actions, il possède
des milliards de monnaie. Et ces milliards de monnaie peuvent se traduire peuvent être réalisés sous une forme de bien matériel. Mais en réalité, on se rend compte que cette valeur, elle est extrêmement fragile et qu'un coup de vent peut la démolir. Donc à ce moment, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les cours boursiers chutent, et ce qui veut dire que ces actifs financiers sont de plus en plus dévalorisés. Alors on en revient à ce que disait Mariner Eccles. Mariner Eccles est un homme intéressant, c'était le financier de Roosevelt. C'est celui qui a dirigé la Banque centrale américaine, la Fed, pendant tout le mandat de Roosevelt, jusqu'à la mort de Roosevelt. Et lui, ce qu'il disait, c'est que dans la mécanique des crises, justement, c'est trop de profits qui tuent le profit. Donc, son idée, c'est que les profits, s'ils ne trouvent pas à se réaliser, c'est comme si finalement ils n'existaient pas. Donc en général, quand il y a des profits extravagants, comme on voit en ce moment, en ce moment vous voyez, le patron de Volkswagen, il va partir à la retraite avec 28 millions d'euros. Je me rends compte, c'est une somme complètement aberrante au moment où on nous dit que les retraites, elles sont trop élevées et qu'elles plombent les finances publiques. Mais en même temps, vous vous rendez compte que ces profits, s'ils ne se réinvestissent pas dans la production de marchandises, dans la production de services, dans la production de ce qu'on veut, eh bien, ils vont s'investir sur des valeurs spéculatives. Donc, dans la bourse, justement, ou dans l'immobilier. Ils vont s'investir dans des valeurs qui apparaissent plus ou moins sûres. Et donc, ces valeurs, eh bien, tout le monde essaie de les acheter. Et tous ceux qui ont des super profits, ils se mettent tous sur les mêmes créneaux spéculatifs. Et bien entendu, puisqu'on ne peut pas investir dans le productif, on investit dans le spéculatif, la valeur de ces biens spéculatifs, elle augmente, et elle explose parce qu'elle ne correspond plus à une valeur réelle, véritablement créée. Alors, pour ce qui nous concerne, donc ça c'est, on voit bien que nous on est au cœur de ce maelstrom, hein, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut augmenter notre compétitivité, justement pour réaliser de la valeur, mais en réalité, on voit comme tous les pays font de la compétitivité et de l'abaissement des coûts du travail, l'alpha et l'oméga de leur logique, eh bien, on se retrouve dans le même système. Et donc, on se retrouve dans un système déflationniste, où les prix baissent, et finalement, rien ne se passe. Et donc, les valeurs financières, elles ont gonflé complètement artificiellement. Et c'est pour cette raison qu'une crise financière annonce toujours une crise de l'économie réelle. Parce que bon, si la bourse se détruit elle-même, enfin, on peut dire, c'est pas, on s'en fout, vous n'avez qu'à pas mettre l'argent, vous n'avez qu'à pas jouer dans ce casino monstrueux. Mais le problème, c'est que dans le système où les économies sont imbriquées les unes dans les autres, où les économies sont extrêmement endettées, les États, les ménages, les entreprises, eh bien, ces crises boursières, elles ont des effets dramatiques. D'abord, les crises boursières, elles font que des entreprises ferment, tout simplement. Elles n'ont plus de liquidité, elles ferment, parce qu'elles sont plus rentables, elles ferment. Et donc, si les entreprises ferment, il y a du chômage. Et s'il y a du chômage, bien entendu, c'est dramatique pour ceux qui sont dans cette situation. Donc, le mécanisme de la crise démarre toujours par une crise financière. Donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis, j'allais dire, 8 siècles. Hein, 8 siècles. Donc on le sait. Et c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont en œuvre, c'est-à-dire que
on a créé des valeurs spéculatives d'une manière ou d'une autre, et ces valeurs spéculatives, elles ont augmenté, elles ont servi à une prédation du système réel, et elles n'ont pas produit de contrepartie. Et donc, c'est évidemment, à partir de là, la crise va se développer. Mais Marx, lui, pense que derrière cette crise financière, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Et ces enjeux viennent du fait que le taux de profit n'arrive plus à se réaliser. Il n'a plus les moyens de se réaliser. Il y a un passage assez... Il y a un ouvrage très, très intéressant de Marx qui s'appelle « Les fondements de la critique de l'économie politique », un ouvrage qu'il n'a jamais publié, et que maintenant on commence à prendre au sérieux. Il n'a été traduit en français qu'en 1968, date tout à fait fatidique. Et cet ouvrage extrêmement intéressant, c'est une sorte de brouillon, il fait faire 1500 pages. Hein, Marx, il pleurait, il pleurait pas sa peine, hein, comme il écrivait. Hein, en plus, il n'avait pas l'ordinateur pour écrire, donc il écrivait à la plume. Et dans ces fondements de la critique de l'économie politique, justement, il discute de cette question de la plus-value. Il dit, bon, c'est bien, quand il y a les crises, évidemment, faire baisser le salaire, faire baisser le coût du travail, pour dire d'une manière, les choses d'une manière pudique. Mais le problème, c'est que si le salaire avoisine zéro, presque rien, on se rend compte que la vie est chère, hein, finalement, le taux de plus-value va être infini. Mais cette plus-value ne va pas arriver à se réaliser. Tu veux qu'on s'arrête? Bon. Je souhaite seulement que les participants puissent aussi s'interroger. Bien sûr. Et connaissant ta générosité, après, je suis certain que tu reviendras. L'interrogation est incluse, bon, si vous avez tout bien compris. Voilà, mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, je appuie sur le bouton, il est reparti pour 2 heures. Alors. Au début de l'exposé... Parlez fort parce que j'appuie. Au début de l'exposé, vous parliez du travail, de la valeur du travail. À l'époque de Marx, on l'entend à peu près, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt, pour remplacer cette notion de travail, de l'emploi et de la production? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui génère un salaire? C'est pas forcément le travail, c'est l'emploi. Mais le salaire, pour lui, c'est une forme abâtardie du travail. C'est-à-dire que le salaire, c'est... il passe son temps à expliquer combien les gens, finalement, quand ils travaillent dans le système du salariat, ils s'emmerdent, quoi. Hein, ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils ont besoin de travailler, donc... mais à la limite, oui, j'ai bien compris votre question. Ce que veut dire Marx, c'est que l'ouvrier est dépossédé dans le système capitaliste de sa créativité. Donc, en quelque sorte, il opposerait la créativité au travail lui-même. Et il présente, la plupart des gens qui ont lu Marx correctement considèrent que son œuvre, c'est la négation du travail. Ça veut dire que ce que Marx veut abolir, c'est le travail, pas la créativité. Il ne dit pas que la créativité n'a pas de sens. Mais il dit, au fond, dans le système capitaliste, les gens travaillent, non pas parce que ce qu'ils produisent, ça les intéresse, ils s'en moquent complètement, mais parce qu'ils ont besoin d'un salaire pour payer, évidemment, leur survie. Donc, toute la lecture moderne de Marx considère que le but de Marx, c'est la négation du travail.
Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est une critique des systèmes soviétiques, russes si vous voulez. C'est-à-dire que les Russes, quand ils ont fait leur... je n'emploie pas le terme de soviétique, parce que soviétique, ça veut dire soviet. Soviet, ça veut dire conseil ouvrier, et évidemment, soviétique, ça veut dire un système dans lequel le pouvoir politique et économique est dans les mains des conseils ouvriers. Or, les Russes ont mis en place à cette époque-là un système de comptabilité en termes de temps de travail. Ils ont milité d'ailleurs pour qu'émerge une comptabilité en termes de temps de travail, comme si une comptabilité en termes de temps de travail, c'était quelque chose de vraiment très différent de la comptabilité capitaliste. Mais c'est une lecture incomplète de Marx, parce que Marx considère que les formes de comptabilité en travail, ça équivaut à comparer les gens entre eux. Et ça ne lui plaît pas, Marx. Il dit pourquoi comparer? Le défaut du capitalisme, c'est de comparer les gens par rapport à leur capacité de travail. Et donc, c'est comme de comparer les gens entre petits et grands, brun et blanc, ou noir et blanc, etc. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que quand il définit le communisme, il dit c'est de chacun selon son travail, à chacun selon ses besoins. Donc il élimine déjà dans cette simple phrase cette idée qu'on puisse comptabiliser la production sur la base de la durée du travail. Et c'est pour cette raison que la plupart des commentateurs actuels de Marx considèrent maintenant que le système soviétique qui a été mis en place après la révolution de 1917, ce n'est pas un système socialiste, c'est un système capitaliste d'État. Justement, pour cette utilisation qu'ils ont faite du travail. C'est-à-dire le travail séparé finalement de ce qu'est notre vie. C'est-à-dire que l'activité de produire, quand elle a un sens pour nous, pour notre collectivité, produire local si on veut, elle a un sens riche, créatif. Et par contre, travailler à des tâches qui ne nous intéressent pas, pour un salaire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et le socialisme, justement, c'est éliminer, selon Marx. On ne posera pas la question de savoir si c'est possible ou pas, mais c'est éliminer justement ce travail qui est coupé de l'individu. C'est-à-dire qui est finalement chapeauté par un système, un chef d'entreprise, une entreprise, pour dire voilà, maintenant, vous travaillez parce que vous avez besoin d'un salaire. Et non pas parce que ce que vous produisez vous plaît. Alors, Marx va guère plus loin dans ce genre d'analyse, mais si on rapproche ça de la crise écologique que nous connaissons et de la nécessité de décroissance que nous avons, forcément on pourrait dire il faudrait revenir à une forme plus petite de production locale, où les gens sont intéressés par leur activité. Ils sont impliqués dans leur activité, pas d'une manière factice, pour obtenir un salaire, une promotion, ou des choses comme cela. Voilà, donc, alors, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur cette question, et personnellement, je pense que c'est une lecture assez juste de Marx. Alors, Marx avait d'autres défauts, mais bon, pas celui-là. C'est-à-dire il considérait que le travail, c'est une peine. C'est une peine. Et donc c'est une peine dont il fallait se débarrasser. Mais par contre, il pensait justement, sous l'influence des socialistes français comme Fourier, dont je vous ai parlé un petit peu, il pensait que, au contraire, produire quelque chose d'intéressant dans la coopération et non pas dans la compétition entre les individus, c'est une activité normale. Donc lui, il ne pense pas du tout
qu'on puisse se passer d'une activité productive. Parce qu'au contraire, tout le monde doit travailler à une activité productive. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, personnellement, je suis hostile à toutes les formes de revenus universels, les revenus distribués indépendamment de l'implication dans une activité productive. Parce que la raison est assez simple, c'est que si vous sortez du système de production, eh bien vous n'avez plus la maîtrise des moyens de production et donc de leur orientation. Et cette idée de revenu universel, c'est une idée qui a été portée d'ailleurs à l'époque par la seconde de gauche. On trouve des gens, des couillons comme Rocard là-dedans. Et ça leur va. Non, ça leur va assez bien parce que finalement, cette idée d'un revenu universel déconnecté de l'activité productive, elle ne critique pas la propriété privée. Et elle a émergé dans les années 70, justement, quand il y a eu le reflux des luttes sociales importantes au début des fins des années 60, et début des années 70, il y a eu des luttes à l'échelle mondiale très très importantes de partout. Et bien entendu, à la fin des années 60, la question c'était remettre en question la propriété privée des moyens de production. Donc se réapproprier l'usage des moyens de production et l'orienter selon un choix qui ne serait pas celui du profit ou de gens qui ne sont pas concernés par l'activité productive elle-même. Et c'est après ce reflux de lutte, évidemment, qu'a émergé cette idée de bon, finalement, notre société est très riche, elle peut très bien entretenir des gens, elle ne peut plus rien faire. Mais, à mon sens, les gens sont désimpliqués complètement, non pas parce qu'ils ne travaillent pas, c'est pas ça qui est gênant, mais parce qu'ils ne sont plus impliqués dans le devenir de la société. Or, soit on considère que la propriété privée, c'est le centre des moyens de production, c'est le centre, le cœur du système capitaliste, c'est bien de ça dont il faut se préoccuper, soit on considère que c'est complètement dérigeant. Parmi les militants de ceux qui ont travaillé pour justement ce développement d'un revenu universel déconnecté de l'activité de production, on trouve par exemple des gens comme Jacques Delors. C'est pas étonnant, on trouve toujours tous ces gens qui finalement renoncent à dire on remet en question les moyens de production, la propriété privée des moyens de production. Et ce qui est décisif dans la remise en question des moyens de production, c'est pas seulement le fait que certains sont propriétaires, mais c'est que ces propriétaires-là, ils orientent la production, ils orientent la technique et ils orientent le travail. C'est ça qui est problématique. Et on voit bien que dans quel sens ils peuvent l'orienter. Ils vont l'orienter toujours, consommer plus, etc., etc. Donc, l'idée, si on veut repartir des besoins, il faut partir des besoins et s'approprier les moyens de production. Bon, après, il y a une question de la technique derrière. J'espère que j'ai répondu à votre interrogation. J'ai une question pour rebondir sur ce que vous disiez. Parlez fort, je ne l'entends pas. Excusez-moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'histoire du revenu universel qui, au final, n'était pas du socialisme puisqu'il le déconnectait du travail. Est-ce que finalement, le socialisme, ça ne serait pas quand même un peu ça, c'est-à-dire un revenu pour tous, mais que tout le monde puisse travailler? C'est-à-dire que ça reviendrait à la phrase de Marx, à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, c'est-à-dire que tout le monde travaillerait comme il pouvait, mais au final, tout le monde récolterait ce dont il avait besoin pour vivre. Mais tout en critiquant également la propriété privée. Alors, oui, effectivement, il y a deux thèses là, sur cette question. Il y a celle que je viens de vous exposer, et puis il y a la thèse de ceux qui militent pour le revenu universel, qui pensent que, bon, de toute façon, les gens, s'ils ont un revenu universel même petit, hein, 1 000 euros, 850 euros, parce que là, il y a
tous les calculs possibles imaginables là-dedans, on peut faire ils pensent que ceux qui vont toucher ce revenu universel et qui vont savoir s'en contenter, au fond, ils vont réinventer une forme de société. Et ils disent, bon, nous, en tant que consommateurs, en tant que... simplement parce qu'on vit, qu'on respire, qu'on est bénévole ici ou là, eh bien, finalement, on a une utilité sociale. Et donc, c'est normal que cette utilité sociale soit rémunérée. Mais, c'est une thèse. Donc, moi, je comprends tout à fait cette thèse. Mais je ne la partage pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que je suis comme Marx sur ce point, je crois qu'une des calamités du monde moderne, c'est l'usage de l'argent. Et que plus on se passe de l'argent, mieux c'est. Mais le deuxième point important, c'est l'interrogation justement des besoins. Il y a des journaux, je vais vous faire rigoler, si je puis dire, parce qu'il y a des journaux comme Les Échos, par exemple. Les Échos, c'est un journal financier très à droite, hein. C'est pas la Tribune. La Tribune, c'est un peu keynésien, un peu plus humaniste. Mais Les Échos, ils militent tout à fait pour le revenu universel. Parce qu'ils pensent que c'est une solution. Mais le problème, c'est qu'ils conçoivent le revenu universel comme ça, en disant il y a deux catégories de population. Une population qui va se contenter d'un petit revenu, faire de la musique, s'amuser avec les filles, machin, tout ça, bon, pourquoi pas. Et puis les autres qui sont attachés à une forme de cupidité. Et donc, tant mieux, ils ont leur revenu de base, et puis après, ils travaillent autant qu'ils veulent pour essayer d'accumuler, jouer ce jeu-là. Alors, vous voyez tout de suite, dans la manière que j'ai de le présenter, vous voyez qu'en fait, dans cette optique, celle qui est défendue dans un journal comme Les Échos, quand même, qui est bien à droite, hein, c'est cette idée qu'on peut distribuer un revenu universel sans toucher aux lois du marché. Finalement, c'est après le marché qui laissera les gens décider, savoir s'ils veulent travailler plus ou s'ils veulent travailler moins, etc. Mais on ne change rien aux grandes orientations de la société. Or, moi, il me semble que nous avons un problème environnemental qui est très grave et que ça ne peut pas se passer, autrement que par une critique de la technologie et de l'usage qu'on fait de la technologie. Or, évidemment, ceux qui utilisent la technologie, c'est les propriétaires des moyens de production. C'est ces propriétaires des moyens de production qui vont orienter l'économie vers telle technologie ou vers telle autre technologie, bien évidemment, en choisissant celle qu'ils pensent qui leur générera le plus de profit. Mais, donc, vous voyez, les deux écueils qu'il y a dans cette approche, c'est qu'on ne touche pas aux lois du marché. Bon, moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et deuxièmement, c'est cette idée qu'on va avoir une société à deux vitesses. Une société de glandouilleurs, de poètes, machin, qu'on entretiendra. Et puis de l'autre côté, des cadres hyper motivés, hyper formés, qui vont continuer à accumuler du capital. Alors, bon, moi je pense que la société doit tendre, je crois, ce que Marx croyait aussi, c'est que la société doit tendre vers son unité, et non pas vers une fragmentation entre des parties de la population, une qui travaille, une qui ne travaille pas dans le système. Alors, moi je suis favorable, très favorable à une baisse de la durée du travail, bien entendu, je ne suis pas du tout du genre on va travailler plus pour gagner plus. Et je suis pour la décroissance aussi, mais je pense que tout ça ne peut se passer que par un mouvement qui nous permettrait de mettre la main sur les moyens de production et de les orienter vers quelque chose, vers la production d'un mode de vie un peu plus décent. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Pour rebondir, c'est pareil que
la privatisation des moyens de production. Je ne vous entends pas. Sans rebondir, c'est sans parler que la privatisation des moyens de production, ça fait perdre aux États les manettes, les commandes de ses orientations stratégiques et de sa souveraineté. Si le capitalisme décide de permettre telle ou telle activité et de le transporter ailleurs, finalement l'État perd par exemple, les moyens de fabrication, ça ne sert à rien, mais d'armes par exemple. Si aujourd'hui les manufactures d'armes disent on fabrique en Chine, la France n'a plus moyen de fabriquer ses propres armes. J'ai pas bien compris. Traduis-moi, s'il te plaît. Non, parce que j'ai problème d'oreille. Non, c'est peut-être moi qui me Voyons. Le fait d'abandonner les moyens de production et de les laisser à d'autres nations, et notamment en ce qui concerne par exemple la fabrication d'armes, va nous priver de produire nos propres armements et laisser à d'autres cette prérogative. C'est ça? Une perte de souveraineté. Et donc, Perdre la de souveraineté Oui, mais ça, c'est une. Tout à fait, c'est une. Je dirais, c'est pas une question fondamentale, parce que la question de. Non, une question importante, mais pas. Qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre d'une analyse des fondements même de la société. Parce que la question de l'armement, elle se pose dans un cadre de conflit. Oui, non, c'est un exemple. Mais c'est pas ça que peut de être pour les l'armement, médicaments, ça ça peut peut être être pour l'acier. plein de choses, quoi. Ça peut être l'acier, ça peut être la Voilà, ça peut téléphonie, être- ça peut être Mais, l'énergie. enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que dans le temps, on considérait que la fabrication d'armement relevait des États. Et donc, il y avait des fabriques, des manufactures d'État qui fabriquaient l'armement parce que, justement, les États avaient besoin de se défendre contre d'autres, évidemment. Est-ce que c'est assez récent que, finalement, on laisse au secteur privé justement la production d'armement. Alors pourquoi on l'avait nationalisé, le secteur d'armement? C'est extrêmement simple, parce qu'on considère que le profit n'a pas de frontières. Et donc évidemment, si le profit n'a pas de frontières et qu'on considère, pour des raisons très difficiles à discuter, qu'il faut des frontières, et qu'il faut défendre ces frontières, évidemment c'est l'État qui doit prendre en charge le bien-être collectif et la protection de ses frontières. Donc ça, c'est une idée qui est très ancienne et qui remonte à avant le capitalisme. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que nous devons produire des armes pour occuper des marchés, ou est-ce que nous devons produire des armes pour nous protéger? Alors, vous voyez, dans le système, justement, de privatisation du système d'armement, on doit produire des armes pour conquérir de nouveaux marchés. Et donc, il faut vendre à qui on peut vendre. Daesh, à qui on veut, on veut vendre des armes parce qu'il y a des marchés. Il faut se débarrasser des Mistral, si on ne les vend pas aux Russes, on va les vendre aux Égyptiens. Mais on se rend compte que, en prétendant que le secteur de l'armement est un secteur économique fondamental pour le PIB, pour la production, on est entraîné dans des logiques de conquête de marché, de compétition. Mais ça, à mon avis, ce n'est pas le cadre dans lequel on se situe. Marx se situe dans un cadre internationaliste, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nation, contrairement à une lecture hâtive de Marx, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nation, mais il n'envisage pas ce cas-là. Alors, la question de la défense d'un territoire national, elle est extrêmement compliquée. C'est pas moi qui vais vous le dire. Est-ce que une des questions, est-ce qu'on doit privatiser l'armée?
Est-ce qu'on doit professionnaliser l'armée? Parce que la privatisation de l'armée, la professionnalisation du travail de l'armée, c'est un peu la même chose. Au contraire, est-ce qu'on doit avoir une armée du peuple, hein? La France a choisi pendant longtemps, jusqu'à Jacques Chirac, 1995 je crois, la France a choisi pendant longtemps d'avoir une armée du peuple. Cette armée du peuple, c'est celle qui nous a permis de lutter contre les émigrés à l'époque de la Révolution française. Hein. C'est l'origine de l'armée française, l'armée du peuple française, et elle se trouve dans la lutte contre les immigrés, c'est-à-dire contre ceux qui avaient levé des armées à l'étranger pour réinstaller la monarchie en France. Et après, au fil des ans, on a abandonné cette idée-là. On a professionnalisé, on a externalisé la production, et il y a des gens qui ont gagné effectivement beaucoup d'argent. Alors après, cette question, on peut y répondre, à mon sens, en disant de quelle armée avons-nous besoin? De quelle armée avons-nous besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une armée du peuple, ou est-ce que nous avons besoin d'une armée très sophistiquée, technologique, qui aille bombarder la Syrie, le machin, etc. Bon. Mais c'est une question là qui est politique sur le plan moderne du terme, et qui n'est pas du tout envisagée par Marx. Parce que Marx, lui, il n'envisage pas cette question. Lui, ce qu'il pense, c'est que le socialisme peut émerger, évidemment, il peut émerger, et que la société, après, elle appartient au peuple. Et comme il ne définit jamais ce qu'est concrètement le socialisme, à part 2-3 lignes de ci, 2-3 lignes de là, quelques indications, il ne se pose pas la question, effectivement, comment on fait fonctionner le socialisme. Hein? Il y a un moment, pendant un long moment, on s'était posé cette question. C'est une question qui était posée notamment par les trotskistes. Les trotskistes disaient, oui, l'échec de la révolution russe en 1917, c'est d'avoir voulu construire le socialisme dans un seul pays. Bon, alors, c'était la vision trotskiste des choses. La vision trotskiste des choses dit aussi, quand il y a la guerre entre la France et l'Allemagne, nous ne sommes pas concernés, parce qu'on ne va pas aller se battre contre nos frères allemands, qui sont aussi des travailleurs comme nous. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Les gens se rendent compte qu'elles sont un petit peu plus compliquées que ça. Donc, il y a des moments où il y a des conflits qu'on n'a pas choisis. Et beaucoup de gens qui ne voulaient pas choisir la guerre, ils l'ont faite parce qu'ils ont fait la résistance, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'il y avait l'occupation, parce qu'il y avait des tas de raisons difficiles. Mais dans les trotskistes posaient cette question, Trotsky posait cette question en disant le socialisme dans chaque pays échouera forcément. Voilà ce qu'il dit. Bon, c'est une thèse qui peut s'appuyer sur un certain nombre de points. Mais on pourrait dire aussi à l'envers que si on n'est pas capable de construire le socialisme dans une nation, il n'y a pas de raison qu'on puisse le construire à l'échelle de la planète. C'est-à-dire, voilà, donc à partir de là, se pose la question, effectivement, de comment on fait fonctionner une société socialiste. Effectivement, socialiste, où c'est le peuple qui a le pouvoir. Quelles sont les institutions dont nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une armée? Je ne sais pas. C'est des débats qui nous entraîneraient vraiment très très loin. Mais c'est un débat intéressant. Une dernière intervention. Sinon, on reste coincé. Ah oui, sinon, on reste coincé. Merci René pour cette nouvelle belle conférence. J'ai mis en ligne la bibliographie que nous a citée René. Vous la trouverez sur le site de l'Université populaire. Il a cité plein de noms que, comme moi, vous n'avez pas retenus. J'ai essayé la dernière fois de les noter tous. Là, si vous en avez envie, mais il faut vraiment le publiciter, je demanderai à René d'avoir la gentillesse de revenir. Mais là, il faut vraiment que vous le vouliez très très fort.
La semaine prochaine, nous traiterons de la pratique de la gratuité. La semaine dernière, nous avons parlé de l'éthique de la gratuité, donc c'était la partie philosophique. Je suis juste devant le champ de la caméra. La semaine dernière, nous avons traité de la philosophie de la gratuité. La semaine prochaine, nous parlerons de la pratique de la gratuité. Donc ce sont deux aspects différents. Il me paraissait important de mettre justement en opposition ce que l'on peut penser, réfléchir, et puis ce que l'on peut faire, ce que l'on souhaite faire, et les difficultés que l'on y rencontre. Encore une fois, merci à vous tous. Faites de la réclame autour de cette université populaire et venez très très souvent. À tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.